Bonjour à tous. On est ravis d'être là ce matin avec vous, avec Régis. Bonjour, bonjour à Bonjour. tous. Ravi d'être là également. Alors, on va parler effectivement, si je reviens sur le titre, donc on va parler de Galeries Lafayette et d'Abetesti. Alors, on va parler d'expérimentation, mais on va faire un petit peu plus large. On va parler d'innovation, on va parler de personnalisation. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au long de la présentation. On n'est pas très nombreux, donc on peut faire interactif. Alors, on va commencer. C'est moi qui commence, Régis. Vas-y. Tu peux te reposer. Est-ce que vous connaissez Abetesti? Alors, je vais quand même vous rappeler qui on est. Donc, moi, je suis la cofondatrice et co-CEO d'Abetesti. Alors, j'ai Rémi, là, qui est mon cofondateur, qui est là, qui est en train de prendre des photos. Donc, on a cofondé Abetesti il y a une quinzaine d'années. Et depuis le début, notre mission chez Abetesti, c'est vraiment redonner le pouvoir aux équipes marketing pour leur permettre d'optimiser en continu leur site. Donc on a commencé, alors c'est pour ça qu'on a appelé la boîte Abetesti, par de l'A/B testing, mais vous allez voir maintenant, on fait beaucoup plus que de l'A/B testing. Je vous ai mis aussi quelques chiffres ici. Alors, on a une petite actualité parce qu'en janvier, on a annoncé qu'on allait fusionner avec un de nos partenaires indiens qui s'appelle VWO. Donc, on est passé de 350 à 800 employés. On a à peu près 4000 clients. On est partout dans le monde. Maintenant, on opère. Alors, on a à peu près 10 bureaux, mais on opère dans plus de 75 pays. Et moi, ma métrique préférée, c'est le ROI qu'on rapporte à nos clients à BTC depuis le début. C'est un outil qui est très ROI, c'est un outil d'action, c'est un outil qui permet de voir directement dans son dashboard combien chaque campagne de personnalisation ou d'expérimentation peut rapporter. Et on est en moyenne sur du 30 fois ce que ça coûte. Tu pourras confirmer avec tes cas d'usage, Régis. Alors j'aime beaucoup cette slide parce que elle permet de voir tout simplement tout ce que vous pouvez faire avec un outil comme ABTST. Donc là, je suis sur une page produit. On peut vous optimiser la barre de search. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de sortir justement, comment optimiser au mieux la search bar. On peut personnaliser le contenu basé sur les émotions et sur plein d'autres critères. Je vais vous en parler tout à l'heure. On peut tester, éteindre, rallumer des features avec des expérimentations un peu plus server-side et un peu plus techniques, on va dire. On peut adapter le contenu sur les intentions, les affinités. On va en parler aussi juste après. On fait aussi de la recommandation produit. On fait beaucoup, enfin nos clients font énormément d'animation commerciale sur le site et évidemment le métier de base, A/B testing, l'A/B testing, l'expérimentation. Donc voilà, nous vraiment, c'est comment est-ce qu'on peut faire de chaque page de votre site la meilleure version d'elle-même et tout le temps optimiser pour en tirer le meilleur. Alors, j'ai bientôt fini sur la présentation d'Abetesti, mais on a, alors nous, chez Abetesti, on s'est vraiment beaucoup concentré sur, on va dire, le marché de l'activation, enfin, l'action, on va dire, avec donc l'A/B testing, le feature experimentation, la personnalisation, la product recommendation, comme je vous montrais, le search. Et l'entreprise VWO avec laquelle on fusionne est beaucoup plus concentrée sur la partie analyse UX, sur Insight, Heatmap, Funnel, etc. Donc ce qui va être super, c'est que maintenant, on va pouvoir avoir tout dans une seule et même plateforme. Alors, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est la vision dans quelques mois. Voilà, de pouvoir vraiment tout concentrer sur une seule et même plateforme. Alors chez ABTST, ce qu'on préfère, c'est la relation avec nos clients. Je dis toujours que quand on travaille avec un vendor, il y a beaucoup de vendeurs ici, c'est 50% pour la techno, mais 50% pour les gens qui sont là pour vous challenger. Donc nous, on a beaucoup investi sur les gens qui accompagnent parce que l'optimisation, c'est des métiers qui sont un petit peu moins nouveaux maintenant, mais où il faut
être challengé, avoir des idées. Et donc c'est super d'avoir un outil, mais si derrière vous l'utilisez pas ou vous utilisez que 20% de ses capacités, ça n'a pas d'intérêt. Nous, on est concentré à la fois sur le fait que l'outil rapporte du ROI et qu'il y ait des gens chez nous qui constamment vous challenge, vous font faire des campagnes. Donc on organise beaucoup de choses avec nos clients, beaucoup de petits déjeuners, de workshops, de moments d'échange entre nos clients. C'est quelque chose voilà, qui est extrêmement clé et qui est dans l'ADN d'ABTST. Les technos parlent toujours beaucoup de leurs technos et de tout ce qu'ils font. Nous, on en parle, mais on parle aussi beaucoup des gens qui font ABTST parce que c'est très important pour nous. Et la relation client, c'est quelque chose qui a toujours été notre ADN chez ABTST, donc je tenais à le souligner. Voilà, je vais arrêter de parler de nous. On va maintenant parler de Galeries Lafayette, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, du coup, Régis, je vais te poser les questions. Déjà, tu vas nous présenter Galeries Lafayette, même si on sait tous ce que c'est Galeries Lafayette. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un petit peu votre stratégie digitale et puis vos super résultats. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Alors c'est vrai que je suis ravi d'être là et je confirme effectivement qu'il y a une relation très proche entre ABTST et l'ensemble de ses clients. Donc on a la chance ici, si vous avez des questions à la fin, on a Nissa qui est notre power user, Square ABTST qui s'est mis au fond. Et j'espère que je dirai pas trop de bêtises, hein, sinon tu lèves la main pour corriger. Non, tu viens t'asseoir. Exactement, Nissa, tu peux t'asseoir avec nous parce que je pense qu'elle serait bien plus à même de partager toutes ces slides. Surtout que moi j'ai passé beaucoup de temps au Bouddha-Bar hier soir, donc merci. Il y a peut-être un peu d'indulgence à avoir. Donc les Galeries Lafayette, c'est l'enseigne globalement une des enseignes préférées des Français. Hein. Ça fait une enseigne qui a plus de 130 ans. Et aujourd'hui, c'est le deuxième site le plus visité de France, hein, après la Tour Eiffel. Donc c'est 35 millions de visiteurs par an qui passent au grand magasin d'Haussmann. Aujourd'hui, un grand magasin d'Haussmann, il est dans le top 3 des plus grands magasins au monde. Donc il y en a un deuxième qui est aux US, un troisième qui est au Japon. Et c'est 2 milliards d'euros de vente sur un seul grand magasin. Donc imaginez, c'est assez démentiel. C'est une ville dans la ville. Hein. C'est 1500 personnes qui travaillent dans ce grand magasin tous les jours. Donc on est vraiment au bonheur des dames, mais puissance 10. C'est 3500 marques au sein de ce grand magasin. Et on a bien sûr au Galeries Lafayette Haussmann qui est notre flagship, mais on a aussi 48 magasins en France. Donc une partie est exploitée en direct par les Galeries Lafayette et une partie en franchise. Et donc tout ça fait un maillage territorial qui fait que globalement, partout en France, dans toutes les villes de plus de 100 000, 200 000 habitants, vous allez trouver un magasin Galeries Lafayette. Nous, aujourd'hui, on a une plateforme digitale, donc galerielafayette.com, c'est 59 millions de visiteurs par an. Donc c'est une grosse plateforme. Et aujourd'hui, donc c'est vrai qu'un de nos gros succès de l'année dernière, ça a été une croissance de 23% dans un secteur du retail qui est plutôt dans la partie mode, en légère décroissance. Enfin, on est sur un segment qui est relativement compliqué aujourd'hui et sur lequel on a réussi, nous, à dégager une très forte croissance. Alors, comment ça s'explique globalement? Alors, je ne vais pas vous expliquer l'équation e-commerce classique. Nous, on a travaillé l'offre, ce qui nous a permis de travailler à la fois, avoir des impacts derrière en conversion et en augmentation de panier moyen. Il y a eu un travail sur la plateforme technique. On a fait un replatforming sur SAP Commerce Cloud qui est sorti en 2024 et sur lequel il y a eu énormément d'améliorations qui ont été développées au fur et à mesure de 2024-2025 pour améliorer les taux de transformation. Ça, c'est aussi une grosse partie du travail de Nissa, des équipes CRO chez nous, d'améliorer justement la conversion de la plateforme. Et il y a eu aussi tout un travail sur l'acquisition, où le SEO qui était en baisse est reparti en hausse, où sur les budgets d'acquisition, on a retravaillé complètement toute la politique et l'affectation des budgets d'acquisition. On a déployé un MMM de façon à avoir une vision uniformisée, une plateforme unique qui nous permet de modéliser l'ensemble de nos leviers d'acquisition. Et donc tout ça nous a permis de booster complètement. On a fait un plus 10% sur le trafic, ce qui aujourd'hui est quand même assez fort parce qu'en fait on avait baissé nos budgets marketing en parallèle. Donc c'est-à-dire qu'on a à la fois réussi à booster le trafic tout en baissant les budgets marketing. Et donc ce qui bien sûr a un impact très fort sur la rentabilité. Voilà, donc ça a été une très belle année 2025. On continue sur une très belle année 2026 qui est quasiment sur les mêmes traites de croissance aujourd'hui. Voilà. Et pour finir, forte omnicanalité. Aujourd'hui, les Galeries Lafayette, c'est une entreprise du retail. Très clairement, on est massivement retail. Le digital est un axe stratégique. Aujourd'hui, on a la chance d'être passé comme étant le deuxième magasin, le deuxième plus gros magasin après Haussmann.
Donc ce qui fait qu'on est maintenant considéré comme étant, c'était déjà le cas avant, mais maintenant on est aussi financièrement stratégique. Et on fait l'équivalent d'à peu près 10% du chiffre d'affaires. Alors on considère plutôt, excusez-moi, on considère que globalement en France, pour les clients qui achètent dans un des grands magasins français, on est apporteur d'affaires à hauteur de 10% du chiffre d'affaires des magasins. Donc en fait, ça, on le mesure à partir des clients encartés qui viennent sur le site internet, qui font des recherches et qui vont après acheter en magasin avec leur carte de fidélité. Et on arrive du coup à tracer le fait qu'ils sont passés sur le site avant et que ça permet de générer à peu près 10% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en omnicanalité, on a une très grosse proportion de click and collect. On a plus de 30% des clients qui font du click and collect, ce qui est assez énorme. Et ça, c'est grâce à tout notre maillage territorial. Et on a aussi des services de ship from store qui nous permettent, nous, de booster l'offre et aussi la profondeur de stock. On fait pareil aussi du store to web grâce à des applications vendeurs où si une marque n'est pas présente en magasin, vous pouvez commander directement le produit depuis le site internet pour être livré en click and collect, par exemple, dans le magasin. Bravo, top, hyper intéressant. Et surtout, 23% de croissance. Qui dit mieux? Qui a fait mieux? Bon bah écoutez, on est ravis. Voilà. Donc ça c'est grâce à toute l'équipe qui est derrière. Merci voilà, beaucoup. Bravo à toute l'équipe. Et puis surtout sur on en parlait hier soir sur des sujets multimarques. Vous êtes quand même sur des sujets assez complexes, je trouve. Donc plus de 23% en plus. Quand même, c'est pas juste un monomarque, il y a quand même. Oui, en fait, on sous-estime beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de monde ici de la marketplace ou du multimarque. C'est une très grosse complexité. On a plus de 1500 marques, on a de la marchandise stockée, on a de la marchandise en marketplace, on a de la marchandise qui est en ship from store. Chaque fois qu'une commande est passée sur galeriafayette.com, il y a tout un tas d'algorithmes qui vont voir où est-ce que la commande va être affectée en fonction de où sont positionnés les stocks, etc. Donc il y a aussi des grosses complexités derrière sur la partie OMS typiquement. Bravo. Alors du coup, j'en profite avant qu'on aille un peu plus sur le sujet de l'expérimentation pour te poser un peu des questions sur l'innovation. J'imagine évidemment que vous avez eu, comme tout le monde, des challenges sur il faut mettre l'IA au cœur de la stratégie de Galeries Lafayette. Alors qu'est-ce que vous avez pu faire cette année qui a marché, pas marché? Enfin, est-ce que tu as des exemples on a fait beaucoup de choses et qui, on va dire pour la plupart, ont bien marché. On a des choses qui sont en cours. Donc effectivement, l'IA est regardée par le COMEX et effectivement, on est challengé beaucoup là-dessus sur trois sujets. On a l'intégration de l'IA dans l'ensemble des processus e-commerce. On a la partie GIO, visibilité, bien sûr, au sein des moteurs de recherche et le trafic apporté. Et on a le troisième sujet que tout le monde a, qui est l'agentique commerce, avec un sujet qui est plutôt prospectif aujourd'hui, de savoir comment on va se positionner par rapport à toutes les évolutions de la consommation. Ce qu'on a fait concrètement, parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses, là on va aller vraiment dans le concret. En plus, AB Testy, on est toujours dans le concret, en général on est sur de l'application. Ce qu'on a fait, c'est grâce à l'intelligence artificielle, l'optimisation et la personnalisation des résultats de recherche. Donc une personne, et on est vraiment sur de la personnalisation one-to-one, une personne qui va utiliser le search va avoir des produits différents en fonction de sa navigation et de ses achats. On fait pareil sur la découverte produit, où aujourd'hui on a une segmentation qui se fait en fonction du client logué, non logué. Et ça va être un des points d'amélioration, on en discutera après. Aujourd'hui, ça a été le choix qu'on a fait. Le client logué, on connaît son historique de vue, on connaît son historique d'achat, on rentre dans de la personnalisation sur l'intégralité de sa navigation en PLP. Un client qui est non logué, on va lui donner une navigation uniforme pour tous les clients de façon à pouvoir respecter à la fois l'image de marque des Galeries Lafayette et l'ensemble des deals qu'on peut avoir avec les marques, et notamment le fait qu'on va pousser des marques créatives, des marques de luxe, etc. Donc en fait, on va vouloir, lorsque la personne arrive pour la première fois aux Galeries Lafayette, qu'elle découvre un univers qui soit cohérent. Et donc là, on va aller sur ce qu'on appelle le custom merch, c'est-à-dire du merchandising qui est spécifique et tout le monde va voir à peu près la même chose. Donc la personnalisation, par contre, elle se fait par intelligence artificielle. Personnalisation de la recommandation produit. De la même façon, la recommandation produit se fait par intelligence artificielle. On a aussi un chatbot qui s'appelle Gala, que vous allez trouver aujourd'hui sur la partie donc, service client, qui vient en premier niveau du service client avant d'aller vers le ticketing classique aujourd'hui sur lequel on est chez Concentrix. Aujourd'hui, on a de l'optimisation à faire dessus parce que pour l'instant, ce chatbot est basé sur du RAG et n'a pas de connexion avec les OMS, les TMS. Donc si vous lui dites où est ma commande, il ne va pas être capable de répondre. Par contre, si vous lui dites comment je fais un retour de commande, Gala saura vous répondre. Globalement, ça a quand même permis de réduire, c'est quasiment 20% de réduction de contact au service client, justement parce que ça permet de répondre aux questions les plus simples, les plus basiques.
Et là, le next step, ça va être justement la connexion compte client OMS, TMS qui permettra de dire vraiment où est mon retour. Et votre retour est en cours, il est arrivé à l'entrepôt, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on fera en 2026. Et après, ce qui est en work in progress aujourd'hui, mais qui va avancer normalement très vite, c'est tout ce qui est data, parce que data produit, parce qu'en fait, du fait qu'on est de la marketplace et aussi du stocké, on a des descriptions qui nous sont fournies par les fournisseurs, avec une très grosse hétérogénéité des descriptions. Pareil sur les attributs, on a certains produits qui ont des attributs qui sont complets, on a des produits sur lesquels les attributs sont très minimales en termes de complétude. Et donc en fait aujourd'hui, on va essayer d'automatiser ça par intelligence artificielle. Notamment aujourd'hui, on sait que si vous regardez les descriptions produits, elles ne sont pas du tout au niveau de ce qu'on voudrait faire. Et ça, c'est notre priorité pour 2026. On a aussi tout ce qui est création, bien sûr, d'images, de vidéos. On a un petit justement use case sur la vidéo parce que avant de scaler sur la vidéo, à cause des coûts de l'intelligence artificielle, on avait besoin de prouver un retour sur investissement. Et là, on a utilisé ABTST pour ça. Et donc aujourd'hui, on a effectivement des gros sujets de génération. On a quasiment 20 use cases en cours sur de la génération d'images pour des PDP par intelligence artificielle. Hyper intéressant. Et ben écoute, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Je le fais avec la. Super, je le passe avec la zapette. Ça permet d'avoir le feedback. Ouais, oui, c'est ça. Alors du coup, on va rentrer donc plus effectivement sur la partie expérimentation avec des cas d'usage concrets. Avant de passer sur les cas d'usage, peut-être que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que vous êtes organisé et quels sont les challenges. Alors, ABTST, c'est vrai que pour nous, c'est une application, une solution qui est très importante du fait de l'organisation en tant que telle des Galeries Lafayette. Et donc ça, c'est une organisation que vous avez peut-être ou que vous n'avez peut-être pas dans vos sociétés. Nous, on est vraiment dans le cas typique d'une direction e-commerce qui est une direction métier, alors que en fait, toute la partie plateforme et donc la partie product et tech est à la DSI. Et donc en fait, en fonction des organisations, le product est rattaché à l'e-commerce, au métier, ou rattaché à la DSI. Donc en fait, en général, on discute avec les gens, ça peut être 50-50. Il y en a beaucoup où c'est rattaché au métier, la Redoute c'est rattaché au métier, mais il y en a beaucoup d'autres où le product, l'IT, c'est la DSI. Or, ce qui se passe lorsque le product et l'IT sont à la DSI, c'est que l'e-commerce, du coup, perd énormément de capacités d'optimisation de la conversion. Enfin, toute la partie CRO, elle ne l'a pas. Et justement, c'est pour ça que le chantier chez nous était justement d'avoir une équipe CRO en interne, de façon à pouvoir travailler main dans la main avec le product et l'IT sur les améliorations, les optimisations, etc. Et donc c'est vrai que nous, par exemple, lorsqu'on a des améliorations à faire passer sur le site, c'est un vrai travail de conviction qu'on doit porter auprès du produit et de la DSI. Si on ne fait pas ce travail de conviction, il ne se passera pas forcément ce qu'on a envie. Il peut se passer complètement autre chose. Et donc c'est ce travail main dans la main qui fait qu'on est obligé d'aujourd'hui travailler, ce qu'on met en collaboration en permanente avec le produit et l'IT. Alors du coup, hop, là c'était justement sur un petit peu, c'est un peu ce que tu as couvert sur la gouvernance. Et donc en fait, le gros sujet qu'on a en gouvernance, c'est ce sujet de collaboration, transversalité. C'est-à-dire que si je pousse un sujet et que le produit pousse un autre sujet, on ne va pas s'entendre, on ne va pas réussir à avancer dans la bonne direction. Donc il faut qu'on réussisse à bien porter les sujets ensemble. Ça implique quoi? Ça implique d'avoir une data fiable sur laquelle on puisse échanger. Et notamment, lorsqu'on parle avec le product, lorsqu'on parle d'une optimisation à faire, on va tout de suite regarder quel est l'impact en termes de chiffre d'affaires, de conversion. Et en fait, on va d'abord positionner des impacts prévisibles et après, postérieurement, on va les vérifier. Est-ce que ces impacts sont là ou ne sont pas là? Et donc des fois on est très au-dessus en termes de retombées, des fois on est en dessous. Mais en tout cas, voilà, on travaille vraiment main dans la main dès le départ et on ne fait jamais une amélioration en ne sachant pas où on va. On va toujours essayer de positionner des impacts financiers ou de conversion ou de trafic ou autre. Finalement, ça vous permet, c'est presque un outil d'alignement parce que finalement, c'est ça. Grâce à la data, au moins vous pouvez... J'aime bien cette phrase des expérimentations qui aide à trancher et pas à faire joli, quoi. C'est vraiment au moins il y a de la data. Exactement, et en fait qui nous permettent de prioriser certaines choses. On commencera par un use case, vous verrez, qui paraît complètement basique, mais qui est vraiment illustration complète des problématiques qu'on a nous au Galeries Lafayette. Pour ça, on a monté une équipe performance. Donc en fait, il y a 4 personnes au sein des Galeries Lafayette sur la partie performance digitale. Donc on a une personne qui est responsable du pôle, qui est vraiment là sur la partie vision, stratégie, gouvernance, et s'occupe de tout ce qui est data privacy. En fait, donc ce pôle-là est responsable de la donnée digitale, donc y compris toute la captation de données.
Donc bien sûr, ça va de Google Analytics à Content Square, à aussi tous les liens qu'on a avec la direction data, donc tout ce qui est Power BI, enfin on reviendra sur la stack après. On a une personne qui est la lead CRO, qui est Nissa, qui est derrière, qui voilà, pourra partager aussi avec vous après si vous voulez, qui est vraiment, donc elle est Power User Content Square, Power User A/B Testing, c'est vraiment son travail, c'est ça tous les jours. Et c'est vraiment, ça nous permet de comprendre, j'ai des très bons exemples, de comprendre ce que fait l'IT et les impacts qu'a l'IT sur le métier. On a un truc qui s'est passé récemment où Nissa a fait un travail remarquable, c'est-à-dire qu'il y a eu une mise en prod qui a impacté le tunnel d'achat, où le LCP a explosé et on s'est retrouvé à une période de basse. Actuellement, il y a très très peu d'activité. On s'est retrouvé avec un LCP qui était au niveau d'un lancement de solde. Et en fait, l'IT a dit non, c'est pas vrai. On a montré que si c'était vrai et qu'il y avait même une baisse de la conversion au moment de cette étape-là précise, on l'a mesuré dans le temps. Nissa a ressorti les graphes, etc., jusqu'à ce que l'IT soit obligé d'aller creuser dans le sujet. Et effectivement, 10 jours après, ils ont mis un fixe en disant effectivement, on a trouvé qu'on avait mis en prod quelque chose qui a impacté la conversion. Et ça, c'est ça qui est très important, c'est que le métier garde la main là-dessus en disant oui, vous avez mis en prod quelque chose, mais nous, on est capable de montrer que ça a un impact. Donc oui, il va falloir revoir la copie et corriger. Et je vous assure que si Nissa n'avait pas fait ça, on ne s'en serait pas rendu compte et on serait tombé sur le prochain Black Friday. Parce que quand on a un LCP qui explose au niveau de solde alors qu'il n'y a pas de trafic, le jour où il y a le Black Friday, on aurait le tunnel d'achat qui aurait été mort et personne ne s'en serait rendu compte. Et QQ, les 23% de croissance. Exactement, c'est ça. Et donc en fait, voilà, donc cette surveillance constante du CRO sur l'ensemble des métriques, sur le tunnel d'achat, sur le login, sur le panier, l'atteinte PDP, etc. Ça, c'est Nissa qui le fait et qui va après travailler avec APTST toute la conversion. Et après, donc, on a aussi une partie vraiment web analyse qui est donc toute la partie de tracking, parce qu'en fait aujourd'hui, vous savez, le tracking est de plus en plus compliqué entre le server side, ce qui est niveau browser, avec toutes les restrictions qu'il y a sur le consent mode, etc. Donc en fait là, on est vraiment sur de l'optimisation du tracking et on a un super web analyst qui s'occupe de ça. Et après, on a aussi quelqu'un qui s'occupe de la digital data. Donc c'est vraiment, c'est toutes là on est plus vraiment sur les analyses de comportement client, on est vraiment sur la prise de recul et donc comprendre les cycles de réachat, de comprendre ce que les gens achètent, comprendre notre clientèle luxe. Donc voilà, on est vraiment là pour le coup sur de l'analyse plus business entre guillemets. Ce qui va vous permettre derrière de créer des segments et puis de faire des tests. Et de mettre des plans d'action, etc. Voilà. Le point qui était important chez nous, surtout, c'est ce que je vous dis, c'est en fait on a ce côté où nous on est le métier, et en fait, au métier, on n'a pas le produit, on n'a pas l'IT, on n'a pas l'UX. Donc en fait, comment on fait lorsqu'on est métier, qu'on est responsable d'un PNL e-commerce pour avancer si derrière, on n'aligne pas tout le monde sur les mêmes métriques, sur les mêmes objectifs. Et donc c'est là effectivement où intervient des solutions comme A/B Testing ou Content Square. Et donc du coup, là, la question d'après, c'est justement le rôle des partenaires, enfin le marketing stack que vous avez. Donc, exactement. Donc en fait, dans une organisation telle que vous l'avez vu précédemment, la stack est hyper importante. Donc en fait, là aujourd'hui, le tracking, bon, Tag Commander assez classique, il y en a plein d'autres solutions. On a la partie analytics où GA4 reste la base, parce que forcément, ça reste le levier qui est disponible sur toutes les plateformes et que tout le monde, enfin, le levier comparable pour tout le monde. Excusez-moi. Par contre, Content Square chez nous est extrêmement important. Vraiment, c'est vital chez nous parce que Content Square, c'est vraiment de là d'où sortent la plupart de des data et qui nous permettent de suivre très 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 précisément ce qui se passe sur l'ensemble des étapes du paiement, enfin pas du paiement mais l'ensemble des étapes du parcours d'achat, sur lequel vous aurez une solution similaire qui va sortir bientôt, hein, voilà. On peut le dire. Après, aujourd'hui, jusqu'à présent, en fait, le combo Content Square A/B Testing, c'est un peu le combo en or, quoi. C'est vraiment la plupart des clients chez toi ont souvent ce combo-là. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas la data, on ne peut pas utiliser A/B Testing correctement. Et en fait, souvent, on parle de Content Square en disant on a un problème ici parce qu'il y a un irritant, parce qu'il y a de la frustration. Qu'est-ce qu'on fait côté A/B Testing pour le régler? Et on mesure les résultats et ça nous permet d'avoir le. Voilà. Donc, c'est vraiment cette boucle en fait, de analyse-action qui est bénéfique aujourd'hui et qui est en fait essentielle. On ne prend pas un A/B Testing si on n'est pas capable de mesurer l'impact. Et un Content Square, si ça mesure des choses mais que derrière on ne peut rien en faire, pareil, c'est un peu moins utile. Voilà, donc ça vous avez compris que c'est assez clé chez nous. A/B Testing en optimisation, donc là du coup la personne, donc Nissa qui s'occupe de Content Square, s'occupe aussi d'A/B Testing. Voilà, assez logiquement, c'est la même personne qui va s'occuper des deux. Et après nous on a plus la partie reporting, donc ça c'est global sur la stack, hein, qui est du Power BI, du Looker Studio assez classiquement. Et ça nous sert surtout Power BI, ça nous sert plus en interne sur le COMEX, les gros reporting, voilà, aligner tout le monde sur la data. Nous on a toujours des questions qui remontent côté COMEX pour dire c'est quoi le chiffre d'affaires du site.
En fait, personne n'est d'accord sur quel est le chiffre d'affaires du site. Est-ce que c'est la prise d'ordre, la fameuse GMV? Donc nous, on défend la prise d'ordre parce que c'est comme ça qu'on pilote, mais le COMEX, la dernière fois, ils nous ont dit « Ah non, mais la GMV, ça veut rien dire parce que c'est pas du chiffre d'affaires comptable, et nous, on voudrait le chiffre d'affaires comptable. » Et on leur dit « Bah, c'est super parce qu'en fait, le lendemain du Black Friday, le lundi, on fera 0. Voilà, on vous dira au reporting COMEX, on a fait 0 ce week-end. » Il n'y a pas eu d'expédition pendant le week-end, alors qu'on a fait plusieurs millions. Donc en fait, c'est là où les Power BI et tout sont importants, parce qu'en fait, on va devoir leur dire bah, « Chez nous, aux galeries, on a 3 ou 4 chiffres d'affaires différents pour l'activité e-commerce. » Voilà. Et donc, il faut aligner l'ensemble de ces métriques parce que quand on discute avec la direction achat ou avec la compta, on n'est pas toujours aligné sur les chiffres. Encore un outil d'alignement. Exactement. Parfait. Alors, on va rentrer du coup dans les cas d'usage. On en a 6. Voilà, on a 6 cas d'usage, alors qui vont sur des trucs de plus ou moins complexité facile à plus difficile. Le premier cas, il est assez symptomatique de comment ça marche aux Galeries Lafayette, c'est-à-dire on déploie Floa, qui est un outil de paiement en 3x4 fois. Floa dans la stack classique, on met en avant Floa le long du parcours client et on va dire au sein de la PDP, on va mettre le petit widget Floa qui est un petit JS à intégrer, ce qui prend à peu près 3 secondes et demie, pour dire vous allez pouvoir payer en 3x4 fois et quand on clique dessus, ça va indiquer les échéanciers, etc. Normalement, c'est assez efficace. On sait très bien, pour l'avoir fait dans d'autres maisons, on sait très bien que ça booste la conversion. Donc nous, on va avoir le produit, on dit il faut intégrer ce JS. Le produit dit non, mais dans la roadmap technique, ça passe pas, on n'a pas le temps. Et puis ça sert à rien, et puis c'est moche. Parce qu'en fait, ça vient pas de chez nous, c'est encore un JS en plus, vous êtes sympa le métier, mais on a 25 JS intégrés sur cette PDP, on va pas intégrer un 26e JS. De toute façon, comme c'est pas nous qui l'avons designé parce qu'on n'a pas l'UX, et ben c'est moche. Donc nous, on se dit, bon, on va utiliser ABTST. Donc on dit, on va intégrer le JS qui prend à peu près 3 secondes et demie via ABTST. On fait un AB test 50-50 en disant, qu'est-ce qui se passe si on intègre ce JS sur la PDP? Donc on l'intègre et on voit que pour les personnes qui ont vu ce widget, ils payent avec le 3x4 fois. Il y a une augmentation de 37% d'utilisation du 3x4 fois. Le taux de conversion des PDP augmente de 5% pour les gens qui ont vu ce petit JS. Donc en fait, on revoit le produit en disant, vous savez, ce truc qui ne sert à rien et que vous trouvez moche, en fait, ça a un vrai impact à la fois en conversion et en utilisation du paiement 3x4 fois. Voilà, quelques millions tout simplement. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et en fait, c'est surtout de dire, on a fait tout ce travail d'intégration du 3x4 fois, c'est pas pour le trouver à la fin, dans le bout du tunnel d'achat, alors que la personne est déjà intentionniste et a envie de passer sa commande, en fait. Il faut le capter au moment où la personne veut acheter un sac à 500 € et se dit, ah, mais j'ai peut-être pas les moyens, comment je fais, etc. Et il faut le rassurer à ce moment-là. Et donc ça vous montre exactement le sujet de l'alignement si on n'avait pas fait ça, probablement que ce JS, il serait toujours pas déployé et en fait on nous aurait dit non mais en fait c'est pas prioritaire parce qu'en fait on vous mettrait dans 6 mois, etc. Donc ce qui s'est passé ensuite, ouais. Et ce qui n'est pas forcément recommandé mais que tout le monde fait à côté métier et la plupart des vendeurs font ça, tout le monde fait ça, c'est qu'après on l'a déployé à 100% via AB Testi. Pendant 3-4 mois. Pendant 3-4 mois. Le temps que l'IT le mette en place. Ce qui a mis 3-4 mois parce qu'on travaille en PI planning. Donc le temps que ça se fasse, il faut passer à la préparation du prochain PI planning, puis que ça rentre dans le PI planning. Enfin voilà. Donc globalement, on l'a laissé 3 mois live à 100% via AB Testi, ce qui nous a permis après, le jour où l'IT était prêt, hop, on a enlevé le script et on est passé à 100%. Et depuis, ce widget a aussi été déployé sur l'application, etc. Du coup, sur 3 mois, je te parlais d'un ROI de x30. Là, on est carrément à un ROI de x100. Ah ça nous a bien aidé en tout cas à faire en sorte que ce lancement de Floa soit un succès. Un deuxième truc, alors c'est assez politique. Alors là, ça a été vraiment un cauchemar politique. On a ce côté Galeries Lafayette une mesure de la satisfaction client, un CSAT. Ce CSAT, en fait, est lié à la somme d'un certain nombre de collectes d'avis. Donc le post-commande, le post-livraison, et dans le post-livraison, on a le post-livraison marketplace, post-livraison classique, etc. Donc on prend tous ces avis-là et on fait un CSAT global. Lors de la replatforming, donc ça c'est la V0, le fait de donner votre avis post-commande a été fait comme ça. Donc en fait, merci pour votre commande, et il y a un petit bouton noir en disant donnez-nous votre avis. Effondrement complet du nombre d'avis collectés. Du coup, la CSAT tombe en chute libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le post-commande, les gens sont contents. Ils ont passé leur commande, ça s'est bien passé, c'était fluide, etc. Donc en fait, la proportion du post-commande, tout d'un coup, était très basse, et le post-livraison prenait le relais. Et le post-livraison, les gens, ils ne sont pas contents. Parce que par définition, quand ça se passe bien, on met pas de note, et quand ça se passe mal, on dit qu'on n'est pas content. Et donc on s'est retrouvé avec un CSAT qui a explosé en vol. Donc avec tout de suite, comme le CSAT est suivi par le COMEX et tous les niveaux, tout le monde a dit mais qu'est-ce qui se passe, galeriefait.com, c'est en train de s'effondrer, etc. Et donc là, on a dit, il faut remettre ce qu'on avait fait avant, qui était ça. Ça, c'était avant le replatforming, on avait une popine post-achat. Donc là, ça a été levé de bouclier de l'UX qui a dit, mais attendez, mais vous ne pouvez pas, pour des raisons de collecte de données, faire une popine post-achat parce que ça va nuire à l'expérience client. Et
Voilà, donc on va dire, mais vous voyez, le merci pour votre commande, vous le voyez quand même, hein. Et donc en fait, là, ce qu'on a fait, c'est pour remonter le CSAT et la participation. On a dit, on fait un A/B test, on a fait un ABC test en disant, on fait votre version de base, qui est très jolie, mais qui ne convertit pas. On fait une deuxième version, peut-être un peu moins jolie, mais un peu plus visible. Voilà, on met 5 étoiles, donnez votre avis, etc. Et on fait une troisième qui est, on remet la popine post-commande telle qu'elle était avant. Et en fait, on s'est rendu compte que sur la V2, forcément, ça a multiplié par 2 le nombre de participants, ce qui était assez logique. Et donc en fait, ça pareil, ça a permis de réaligner tout le monde en disant vous savez, c'est joli, mais ça collecte pas. Et en fait, notre CSAT, il est remonté comme ça. Et là, vous l'avez remis du coup. Et donc là, on l'a remis à 100%. Parfait. Tel quel. Et donc pareil, ça a été un moyen de convaincre sur le fait que effectivement, l'équipe UX comme produit ne voulait pas de ça, mais on l'a fait quand même grâce à A/B-Testy, parce que ça a permis de convaincre tout le monde sur le fait que oui, c'était mieux. Parce qu'en fait, monter au COMEX un CSAT qui est en baisse pour tout le monde, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon non plus pour l'équipe produit ou UX qui bosse aussi sur le site e-commerce. Donc voilà, finalement, ça a aligné tout le monde sur ce sujet-là. Excellent exemple. Troisième exemple, voilà, la vidéo 360. Alors, on a expérimenté grâce à l'intelligence artificielle à partir de 3 photos. Hein, c'est assez simple. On a pris il y avait les vues face, côté, etc. On a fait l'intelligence artificielle a fait une extrapolation des photos, transforme 3 photos en 12-15 photos, puis après un autre modèle d'intelligence artificielle transforme ça en vidéo 360. L'ensemble du process est assez coûteux. Et donc, en fait, c'est posé la question de dire est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent pour créer de la vidéo pour nos fiches produits. Donc là, on a sélectionné un certain nombre de fiches produits. On n'a pas pu le faire sur des milliers, mais on a sélectionné donc, plusieurs centaines de fiches produits sur lesquelles, en fait, on a donc développé ces vidéos 360. On les a mis sur le site donc, via A/B-Testy. Donc là, en fait, la PDP telle qu'elle n'était pas changée. Juste A/B-Testy a rajouté pour 50% des visiteurs cette vidéo qui tourne en plus. Et donc là, le gain a été assez incroyable parce qu'en fait, ça a augmenté de 30% de chiffre d'affaires. Voilà, 30% de chiffre d'affaires, 8% de commandes en plus, 35% d'ajouts à la wishlist, un TT de plus 1 sur ces fiches produits spécifiques. Pardon, et donc du coup, vous avez validé le budget Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, du coup, on a validé le fait que c'était intéressant de le faire. Le next step, c'est de dire d'abord, on va essayer de ne pas dépenser d'argent. Donc là, c'est côté Axel qui est là au fond. On va contacter les marques en disant envoyez-nous vos vidéos. Et donc on le fait avec certaines marques, avec Mage, avec Ami, etc. On récupère les vidéos pour les charger déjà, ça ne coûte rien. Donc c'est juste de la valeur ajoutée. Et donc le next step, ça va être après, est-ce que sur certains produits phares, parce qu'on ne pourra pas le faire sur tous, on va rentrer sur ce développement de vidéo 360, donc plus at scale, pour justement booster les ventes. Et notamment là, on va regarder plutôt les produits permanents, les best-sellers, les Hugs, les Birkenstock, où on sait que chaque saison, ce sont toujours les mêmes best-sellers qui reviennent. Et on va pouvoir déployer ça. Hyper intéressant. On a beaucoup de clients effectivement qui ont fait ça aussi. On a eu beaucoup de cas d'usage avec les produits avec mannequin ou sans mannequin. Ça, c'était parce que c'est pareil, c'est des énormes budgets avec mannequin. Donc pareil. Alors, on avait fait un A/B test avec A/B-Testy, mais ça c'était en 2024 sur effectivement la PLP. On l'a pas remis, c'était un vieil A/B test sur lequel on avait testé qu'est-ce qui se passait si on mettait le pack shot en photo 1 en PLP versus la photo portée. Et le résultat de l'A/B test, c'est un A/B test assez complexe, parce qu'en fait, du coup, vraiment, il fallait afficher des photos différentes sur le catalogue. Et le résultat de l'A/B test avait été très très clair sur le fait qu'il fallait montrer la photo portée sur le mannequin et non pas le packshot, et que ça améliorait à la fois l'atteinte de la page produit et la conversion. Souvent le résultat qu'on a, mais ça arrive parfois qu'il y a aussi des résultats assez neutres là-dessus, ce qui est assez étonnant. Mais un autre use case, alors assez différent, parce que là, c'est un use case qui était vraiment sur comment on améliore l'image de marque. On a fait un gros travail l'année dernière sur l'amélioration de l'image de marque du site et de la plateforme Galeries Lafayette, à la fois pour attirer les marques et les fidéliser, mais aussi pour nos clients. Donc grosse montée en gamme de la communication et de la qualité de la homepage. Après, on a des sujets sur des petites opérations type petit prix, donc qui sont les opérations post-solde, sur lesquels là, on a plutôt un visuel réussi, mais il y a un an, on avait eu des visuels qui étaient assez compliqués, qu'on avait dû mettre en homepage et sur lesquels on était assez ennuyé de les mettre comme ça en grosse visibilité homepage. Et donc, ce qu'on a fait là cette année, c'est on a fait un A/B test qui a été assez audacieux, qui a été de dire, en fait, tout simplement, on ne va pas pousser cette opération en homepage. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un A/B test où d'un côté, on la pousse et de l'autre côté, on ne la pousse pas du tout. Et on voit ce que ça donne. Et ce qui permet du coup de préserver une homepage
éditorialisés, premium, luxe, sur lesquels on peut pousser du Balenciaga ou des marques comme ça, sans avoir à côté un visuel petit prix. Vous avez encore des bonnes affaires de l'hiver à acheter, quoi. Donc ça permettait de préserver cette image de marque. Et donc on a fait ça, on a fait donc un ABC test avec des formats différents, afficher, ne pas afficher, etc. Ce qu'on s'est rendu compte, et ça on le savait déjà via Content Square, que de toute façon les personnes qui arrivent vers la homepage, c'est 8% du trafic et la plupart vont rentrer dans le menu, vont rentrer dans le search. Et donc on sait très bien que la ligne de flottaison, on a moins de 50% des gens qui vont descendre en dessous, et plus on descend, moins il y a de monde. Et donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de toute façon, en fait, qu'on mette le visuel ou pas, l'impact était complètement anecdotique. Et donc en fait, on a pu, grâce à ça, dire en fait, on ne poussera plus ce genre d'opération homepage. Et ça permettra du coup de continuer à les faire dans la navigation, voilà, continuer à les garder en fil rouge, mais en gardant une homepage qui soit propre pour nos marques et nos partenaires. Voilà, sur la partie search, faut que tu mettes ici aussi. Alors ça c'est intéressant parce que je suis content, j'ai toute mon équipe qui est là. Coralie qui s'occupe de la partie immerge. Lorsqu'on fait un search sur des mots-clés qui sont très standards, genre sac à main, on a eu un moment l'idée de se dire, si quelqu'un cherche un sac à main, on va plutôt le renvoyer sur sac femme, c'est-à-dire vraiment sur la catégorie sac qui a été retravaillée qualitativement en termes de merchandising. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment tout un travail d'optimisation du merge, de clustering, de dire quelle marque on veut pousser, etc. Donc quelqu'un qui cherche quelque chose de très précis, on va bien sûr lui donner le résultat du moteur de recherche précis. Quelqu'un qui cherche juste sac à main ou jean, quelque chose de très, très standard, on va lui proposer vraiment le catalogue tel qu'il a été pensé pour le client. Et donc ça a été une idée qu'on a eue. Et en fait, on s'est dit, on va faire un A/B test, soit d'envoyer donc vers la catégorie sac femme, soit d'envoyer vers le search classique, qui, pour le coup, vous savez, est personnalisé, on en a parlé au début, personnalisé par intelligence artificielle. Et donc, on a fait cet A/B test, et en fait, on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on pensait, en fait, finalement, c'était bien le search qui avait le meilleur taux de conversion, et c'était quasiment un x2. Donc, en fait, on avait commencé à vouloir rediriger vers des grosses catégories en se disant, comme ça, on garde la main sur le merch, et ça nous permet on se dit, intuitivement, ça devrait marcher mieux parce qu'on sait les marques qu'on veut pousser lorsqu'on est nativement sur des recherches standards. Jean, on va montrer du Levi's, on va montrer ce genre de choses. Et en fait, non. En fait, finalement, ce qui marche le mieux, c'est le search standard personnalisé par intelligence artificielle avec 2 fois plus de conversion. Et alors, il nous en reste un. Et un dernier, donc ça assez classique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû le faire chez vous, c'est on a pas mal de blocs de recommandations sur la PDP avec des algos différents. Donc là aujourd'hui ils sont tous des algos intelligence artificielle, et donc en fait on a un sujet d'optimisation de ces blocs-là. En plus sur l'intelligence artificielle ça coûte bien sûr au nombre de hits. Donc en fait plus vous mettez de strates, plus ça vous coûte cher, et donc il y a quand même un sujet derrière d'optimisation des algos et aussi d'optimisation des FinOps. Et donc en fait là on avait jusqu'à 4 strates, 4 blocs de reco, parce que vous savez plus vous en mettez et à la fin vous avez une voiture balai, plus vous évitez le rebond et ça vous permet de continuer la navigation. On s'est dit peut-être 4 ça commence à être trop, il faut qu'on essaie de réduire à 3, d'optimiser, etc. Et donc effectivement du coup la B-test qu'on a fait là, c'était vraiment de regarder finement, on va cacher cette strate-là, on va en afficher une autre, qu'est-ce qui se passe si on en a 3 versus 4, etc. Et donc en fait, ce qu'on a vu, c'est que du coup, en fonction des blocs, certains blocs génèrent 2 fois plus de chiffre d'affaires que d'autres en termes de recommandations, que certains blocs en fonction des catégories, c'est là où il y a un petit peu de raffinement à faire, parce qu'en fonction, c'est pas forcément toujours la même réaction si c'est de la maison, du prêt-à-porter ou autre, mais on a des taux de transformation qui peuvent être 3% supérieurs, plus de 3% supérieurs en fonction de la strate qui est mise, parce que des fois c'est des strates de produits similaires, des fois c'est des strates de produits complémentaires, des strates qui sont plutôt de look complémentaires. Donc tout ça fait qu'il y a des optimisations à faire, et c'est là où du coup on utilise A/B Testy pour regarder qu'est-ce qui a du sens en termes de recommandations de produits. Ouais, c'est une itération et c'est de l'amélioration continue pour le coup Complètement. Sur ce sujet. Bon génial, merci beaucoup pour la transparence et puis pour tous ces cas. Alors il nous reste quelques minutes, on va un petit peu parler, je regarde juste 5 minutes, c'est parfait. On va parler un petit peu du futur. Si jamais je te disais, Régis, dans 2 ans, quel serait ton rêve pour Galeries Lafayette, à quoi est-ce que tu aimerais que le site ressemble, et quels sont tes enjeux sur les 2 prochaines années? Alors, le rêve, alors ça on rentre sur un petit détail, mais le rêve au global, nous sur Galeries Lafayette, de toute façon on a un objectif qui est très clair, on doit doubler le chiffre d'affaires, donc au moins c'est facile. C'est facile à mettre dans la roadmap, et on veut être une plateforme leader aujourd'hui sur la mode haut de gamme, contemporaine, luxe, acteur reconnu en France.
Ça, c'est sur du court terme. À long terme, on voudrait lancer l'international parce qu'aujourd'hui, on est encore franco-français, alors qu'on sait, vu les visitorat qu'on a à Haussmann, qu'on a beaucoup de choses à faire sur l'international. On a un enjeu de premiumisation, d'éditorialisation qui va aussi avec tous les enjeux maintenant qu'on a sur le GIO, etc. Donc ça, c'est vraiment sur la vision long terme. La vision court terme aujourd'hui, nous, on a un enjeu sur la personnalisation. C'est-à-dire, en fait, on a toujours ce sujet, on a fait un premier step sur la personnalisation sur le search, sur le merge, sur la recommandation produit, mais on a un enjeu avec 1500 marques, par exemple, sur les marques favorites. Et si vous avez des marques favorites, quelles sont les marques complémentaires qui iraient très bien avec votre expérience? On a un enjeu sur votre magasin favori. Parce que si vous habitez en province, on va pouvoir vous pousser aussi un peu plus les marques peut-être qui sont dans votre magasin ou ce genre de choses. Et surtout créer une expérience qui soit un peu unique pour chaque client. Donc nous, on croit beaucoup à ça. On a une clientèle aussi qui est féminine et masculine, même si elle est très majoritairement féminine, mais on a aussi beaucoup de clientèle fidèle sur l'homme. Et donc comment on arrive à personnaliser l'expérience pour qu'ils arrivent sur un univers qui soit cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils arrivent et qu'on pousse que des marques femmes, il y a aussi un peu ce risque de se dire j'arrive, je ne suis pas dans mon univers. Donc en fait, ce sujet de la personnalisation pour nous est très important. Et c'est pour ça que la personnalisation, ça va aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la personnalisation IA. Aujourd'hui, logué, non logué, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clients, lorsqu'ils sont logués, en fait, aujourd'hui, on a à peine 10% des clients qui sont sur le site qui sont logués. Et en fait, lorsqu'ils se loguent, on est quasiment trop tard dans le parcours d'achat. En fait, quand ils se loguent, ils sont quasiment au panier. Et donc, en fait, ils ont probablement déjà mis et fait l'ensemble de leur parcours en custom merch. Et donc, en fait, nous, on a un enjeu de reconnaître ces clients en amont en se disant, ce sont des clients, ils ne sont pas logués, mais on les connaît, ce sont des clients à nous. Et on arrive à leur mettre en place de la perso, plutôt, alors même qu'ils ne sont pas logués sur le parcours. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On a aujourd'hui, on travaille, d'ailleurs, on en discute avec AB Testy, des sujets de segmentation, est-ce qu'on arrive à avoir des triggers intelligents qui permettent de lancer la personnalisation au lieu du custom merge. Donc ça, c'est vraiment un de nos prochains enjeux sur Alors sur nous avons la réponse. Ça tombe bien. Évidemment. C'est pour ça qu'on est en discussion là-dessus. Exactement. Non, mais c'est effectivement, c'est cette histoire de visiteurs logués, non logués. Alors j'aime bien faire des sondages justement auprès des clients. Est-ce que, quel est le pourcentage de clients, de visiteurs que vous connaissez? Donc chez vous, vous en connaissez à peu près 10%. On a une moyenne chez nos clients qui est entre 10 et 15%. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent plus de 15% de leur trafic? Alors à part les gens qui font de la vente privée? Non? Voilà. Donc l'idée, effectivement, c'est vraiment de travailler sur tous ces visiteurs qu'on ne connaît pas. Donc nous, il y a quelques mois, on a présenté Adaptive CX, qui est un nouveau module chez AB Testy. Donc, c'est de la personnalisation adaptative. Donc, qu'est-ce que c'est la personnalisation adaptative? C'est à la fois le mix entre le réactif, donc tout ce qui s'est passé sur le site pendant la session du visiteur, et le proactif, donc justement des algorithmes d'IA qui vont pouvoir prédire le comportement d'achat. Alors j'aime bien cette analogie, moi, avec la boutique classique, où quand quelqu'un va rentrer dans une boutique, le vendeur, il va quand même pouvoir voir un petit peu aux réactions de la personne s'il a une intention d'achat ou pas. Et puis quand tu as par exemple deux personnes qui vont rentrer dans une boutique, tu peux en avoir une qui va vouloir acheter quelque chose pour lui, puis l'autre qui va vouloir faire un cadeau, donc ça va pas du tout être la même intention d'achat. Donc l'idée avec Adaptive CX, justement, c'est de pouvoir réagir en temps réel, comme si c'était offline, comme si c'était en boutique, et de pouvoir comprendre les intentions d'achat. Donc ça va être basé sur à la fois donc, le contexte qui va être le device, le visiteur, quelles sont les actions qu'ils ont pu faire sur le site, donc quel est le nombre quelles sont les catégories qu'ils ont vues, quels sont les événements qu'ils ont fait, etc. Et par-dessus ce contexte, on va rajouter des algorithmes prédictifs pour pouvoir un petit peu prévoir quelle va être leur action. Alors, je vais vous donner deux exemples hyper simples pour que vous compreniez comment ça marche. Donc ça, c'est un use case sur un site de luxe où on a détecté que c'était des acheteurs avec une très forte intention d'achat, mais comme vous pouvez le voir, c'est un produit extrêmement cher, donc qui n'avait absolument pas du tout l'intention d'acheter sur le site. Donc qu'est-ce qu'on a mis? On a mis une popine pour ces visiteurs précisément, donc c'est personnalisé, qui propose, comme vous pouvez le voir ici, Find the Store, attendez, ça va arriver, voilà, Order by Phone, Find in Store, Contact an Advisor, parce que derrière, ils vont vouloir avoir une expérience offline. Donc ça, c'est un premier use case que j'aime bien. Le deuxième, alors tu parlais justement du search personnalisé, donc c'est pareil. Selon la navigation dans la session du visiteur, donc selon les catégories qu'il a vues,
on va pouvoir, du coup, s'il va sur la barre de search, proposer des mots qui sont, voilà, vous voyez ici, qui sont liés à ses affinités. Donc, affinité à la brand, à l'affinité à la couleur, à l'affinité à un produit particulier, on va faire en sorte que le search soit vraiment personnalisé et adapté à sa navigation. Donc derrière, évidemment, beaucoup plus de conversion et de revenus. Ces 2 exemples que j'aime bien parce que je les trouve assez simples, assez parlants, et donc c'est des use cases qu'on peut mettre en place. Et alors la spécificité d'Adaptive CX, surtout si vous avez déjà AB Testy, c'est que il suffit juste de le brancher, il n'y a absolument rien à faire, pas besoin de demander à l'IT de mettre un nouveau tag. Il suffit juste de setup, de le brancher, et puis ensuite on va vous sortir des affinités, et puis vous allez pouvoir, soit on va vous proposer justement des use cases et des segments à mettre en place, soit vous allez pouvoir les faire vous-même. Et puis comme la promesse d'AP Testy, pas de compétences techniques requises, c'est l'outil qui s'occupe de tout. Voilà, donc nous on sera très content de tester ça ce printemps. Très Parfait. bientôt, on va lancer ça avec Nissa. Voilà, nouveau challenge Nissa. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Alors j'en profite pour faire une petite page de pub pour notre événement Experience Talk qui aura lieu le 31 mars à Roland-Garros. Si vous avez envie de venir, vous pouvez scanner le QR code parce que nous avons donc on a l'événement qui commence à 14h, mais en avant-première, on a le matin, on a des visites des coulisses de Roland-Garros et un déjeuner en loge. Donc voilà, vous pouvez gagner un déjeuner en loge et une visite de Roland-Garros en scannant le QR code. On serait très content de vous retrouver là-bas le 31 mars. Voilà, merci beaucoup. Et merci aux équipes. Ah oui, pardon, je ne l'ai pas mis. Attendez, excusez-moi. Ça, vas-y. Ah bah oui, c'est ça. Le QR code. Désolé. Je suis en train de lire my slide, mais elle n'était pas là. Voilà, le QR code pour il y a des places pour la finale ? On aura Marion Bartoli qui sera là. J'aurai l'honneur de l'interviewer. On a préparé la semaine dernière. Elle est hyper inspirante. On va essayer de faire des parallèles entre le sport de haut niveau et l'expérimentation. Mais en tout cas, on n'aura pas de finale, mais on aura une championne quand même. Voilà. Donc vous êtes tous bienvenus. Merci beaucoup Régis. Merci pour le partage. Merci à l'équipe de Galeries Lafayette pour le super travail. Bravo pour le travail et puis bravo pour les bons résultats. On va continuer. Merci.